N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togoli News. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé pour la grande messe de vendredi. Nous aborderons les grands sujets de l'actualité politique avec notamment la sortie de la conférence des évêques du Togo. L'Église catholique ou plus généralement les religieux ont-ils un rôle à jouer dans le règlement de la crise politique donc au Togo? Nous aborderons avec les confrères clairement le sujet sans passion mais avec précision et bien d'autres sujets également dans l'actualité. Retour en studio avec mes confrères. Abi Alpha Isotou, le patron du journal Le Rendez-vous. Bonjour Abi Alpha. Oui, bonjour confrère, bonjour auditeurs, auditrices de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Tchania Warimiao. Eric, bonjour. Bonjour aux auditrices, aux auditeurs de Taxi FM. Bonne prière de Juma aux musulmans. Ça va bien? Très bien. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Bonjour Fabrice Pédi. Bonjour à toi et bonjour également à tous les confrères ici présents, sans oublier les auditeurs qui nous écoutent. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Loïc Lawson. Bonjour Ferdinand Haïté. Bonjour Eric, bonjour à tous les confrères, bonjour aux éditeurs. Vous allez bien? Oui, heureux de retrouver le studio, ça va. Ouais, d'accord. Vous nous avez manqué. Oui, une courte durée. Lawson, oui, une courte durée, mais vous avez manqué à plusieurs de nos auditeurs quand même aussi. Comme Tchaniao manquait aux auditeurs entre-temps, comme Fabrice aussi manquait aux auditeurs, sans oublier bien sûr Abi. Il faut que je manque aussi aux auditeurs une fois de fois. Ah oui, il le faut. Ce serait la catastrophe. Très bien. Alors, Ferdinand, vous avez souhaité quand même placer un mot ce matin avant que nous commencions le débat. Oui, j'ai une petite intervention à faire parce que je crois la dernière fois j'étais absent, j'étais à Tunis. Et puis après, j'ai été énormément interpellé par des auditeurs et puis après j'ai écouté l'émission. Au cours de laquelle vous avez lu un message d'une dame, Rekia, qui a raconté un tas de choses. Je tenais à apporter quelques précisions parce qu'il le faut, c'est très important. D'abord sur la question, parce que son message était en deux volets. Sur le premier volet qui consiste à dire qu'on a passé le message qu'elle a rencontré le professeur Topano et que c'était un mensonge. Je pense que nous sommes suffisamment très sérieux dans notre rédaction et que nous n'allons pas souvent ramasser nos informations au grand marché ou, je sais pas, au marché des Dantokba, tout ça. Si on a pris le risque de citer des noms ici, c'est que on est passé d'abord par le filtre de la vérification. De toutes les façons, le professeur Topano est actuellement à Lomé en train d'animer un colloque. Si des gens veulent avoir confirmation, ils peuvent l'approcher. Maintenant, sur le deuxième volet, qui consistait à dire que elle est souvent attaquée, qu'elle est au Togo, elle ne marche pas sur le budget de l'État. Personnellement, je suis très révolté. Bon, c'est une colère saine quand même. Que des gens arrivent chez nous et se permettent de nous dire des choses comme si nous on ne savait pas la réalité. Peut-être que c'est vrai qu'elle ne marche pas sur le budget de l'État parce qu'elle n'est pas une employée de l'État, mais elle pilote beaucoup de projets. Elle est l'initiative de beaucoup de projets qui engloutissent des milliards et qui n'ont pas d'impact sur les populations. Et on sait comment elle vit au Togo. C'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on ne le sait pas. Et moi, je suis Togolais, patriote, fier d'être Togolais. Et je ne supporte pas que des gens venus d'ailleurs viennent nous infantiliser dans notre propre pays parce que nous leur laissons la latitude d'agir comme ils veulent. Et moi, j'interpelle d'abord tous ceux qui sont
dans le système UNIR à avoir le courage de dire la vérité à leurs champions, parce que quand on gouverne un pays, à ce niveau de responsabilité, on ne confie pas certains dossiers à des étrangers. Vous pensez que ce que cette dame fait au Togo, un Togolais peut aller le faire au Bénin, être à ce niveau de responsabilité? Le Togo, certes, on ne peut pas reprocher à un chef d'État d'avoir recours à des compétences extérieures pour mettre un certain nombre de projets en œuvre. Mais à ce niveau de responsabilité, on ne laisse pas un pays dans les mains des étrangers. Vous savez, le Bénin et le Togo sont des pays voisins, mais c'est des pays concurrents. Si demain, vous laissez tous les secrets de vos pays dans les mains de quelqu'un qui vient d'ailleurs, si demain, elle part avec tous vos secrets, ça peut être utilisé contre vous. C'est pour ça que dans les constitutions, un peu partout, parfois, on met des dispositions où on sait comment on protège un État. Et donc, les gens qui sont, par exemple, dans le système UNIR aujourd'hui, ont la responsabilité d'attirer l'attention de celui qui dirige le pays. Qu'à un moment donné, nous avons des compétences intérieures. Je ne sais pas ce qu'on vient nous prouver chez nous ici. Les Togolais sont partout, ils brillent partout. Aujourd'hui, vous allez jusqu'à la Maison-Blanche, au Pentagone, à la NASA, vous avez des Togolais qui travaillent, qui développent des pays. Et donc, nous devons faire en sorte que ce soit nos compatriotes qui priment d'abord avant que des gens ne viennent ici. Vous savez, il y a quelques jours, un ami me racontait une histoire qui m'a révolté. Il y avait un sommet au Portugal sur les énergies renouvelables. Et l'ami qui participait à ce sommet était surpris que celui qui représentait l'État togolais à ce sommet-là au Portugal était un Béninois. Et il est à la présidence togolaise, il s'appelle Chegou Bakary. Et les gens étaient scandalisés. Et donc, on ne peut pas comprendre qu'on laisse les compétences du Togo ailleurs, et on va utiliser des étrangers parce que, bon, je ne sais pas, on n'a pas confiance aux gens. Quand vous voyez très bien les images parfois, quand M. Fogna Singbe voyage, nos ministres sont même derrière, et cette dame est devant. Vous avez vu les images avec Christine Lagarde, quand elle a été reçue, comment appelle-t-on, en Allemagne. Regardez la photo. Tous les ministres togolais étaient derrière. C'est elle qui était devant. Est-ce que nous pouvons aller faire ça au Bénin? Moi, je suis patriote et moi, je pense que le Togo, d'abord, doit appartenir aux Togolais. Et quand vous êtes président de la République, il faut compter sur les compétences internes. Et donc, moi, je ne supporte pas que des gens viennent chez nous ici pour nous infantiliser et oser nous donner des leçons dans notre pays et sur notre territoire. Merci beaucoup, Ferdinand. Ça, c'est un commentaire à faire au sujet. Tchanyawari Biao. Oui, bon, je crois que Ferdinand a tout dit et il est revenu aussi en faisant comprendre aux gens qu'il y a des Togolais qui ont des compétences et qui se font vendre cher hors de nos frontières. Donc, s'il y a des Togolais qui se retrouvent, par exemple, aux Nations Unies, aux États-Unis, qui se retrouvent dans d'autres pays où les gens les utilisent, cela veut dire que, réciproquement, cela peut être possible qu'on retrouve des étrangers ici. Non, attendez, je n'ai pas encore fini, Ferdinand, s'il vous plaît. J'ai dit que dans tous les systèmes où au niveau, dans les couloirs de toutes les présidences de République, il y a toujours des étrangers qui interviennent. J'avais entendu parler et j'ai vérifié, le ministre Bawara, à une époque donnée, était tout le temps au Congo. Et il était à la présidence, au cœur de la présidence. Et je crois que ça existe un peu partout, mais ce n'est pas une raison pour dire qu'il faut blanchir la chose et que finalement, que ce soit le fait qu'on vive forcément au Togo. Mais je crois que les présidents, que ce soit au Togo ou un peu partout, font appel à des compétences extérieures et ce que nous appelons, comme tu l'as dit, des missions qui viennent renforcer, effectivement, comme il a dit. Je crois avoir entendu que, par exemple, il y a eu des projets qui font du bien aux Togolais aujourd'hui, que c'est cette dame qui a initié. Je ne vais pas rentrer trop dans les... Quand on parle, par exemple, du FNFI, je crois que c'est le modèle que cette dame-là... Non, attendez que je finisse, Ferdinand. Je crois que c'est un modèle que cette dame a introduit au Togo. Et il y a beaucoup de choses qu'elle est en train de faire que je ne suis pas forcément, c'est-à-dire obligé d'expliquer ici, mais ceux qui l'utilisent savent ce pourquoi on l'a gardé. Et pour le dossier dont Ferdinand fait cas, je crois que c'est un cas précis où la dame a eu à s'expliquer en disant « je n'étais pas impliqué dans le dossier comme cela a été dit ». Il peut avoir effectivement le problème, le professeur... Topanou? Non, pas du Topanou, de Kokoroko. Ce problème peut exister. Quand moi je suis allé aussi aux informations, j'ai cru entendre qu'effectivement, il y a un dossier similaire comme ça. Mais ça, c'est un fait. Le fait de dire que c'est Rokia Madougou,
qui est au devant pour trancher ou pour... On n'a pas dit ça. Personne n'a dit ça. C'est tel qu'on a envoyé au Bénin pour voir... Et ça, je confirme. Oui, mais ça... Si elle ne voulait pas que le nom sorte, c'est son problème. Non, bon, je n'en sais pas trop. Mais je dis c'est pour ça que je dis... c'est quel contexte. Donc, une chose est de journaliste de dire ce qu'il connaît, mais l'autre aussi, chose, c'est que celui qu'on implique ou qu'on cite, qu'il dise sa part. Oui, mais non, c'est ce que nous avons quand même fait. C'est ce que nous avons fait. Donc, je crois qu'on ne va plus revenir sur cette affaire. Non. Mais on a donné une information. La dame s'est sentie interpellée. Elle a ajusté. Oui. On s'en prend à ça, on s'arrête. Il nous semble que le confrère, visiblement, s'est senti aussi interpellé. Ah oui, mais prochainement, et moi, que la dame va aussi vouloir... Et moi, je suis fondamentalement patriote. Et je refuse que des gens quittent ailleurs, viennent ici pour nous donner des leçons sur notre territoire. Le Togo, c'est d'abord pour les Togolais, c'est pas pour les étrangers. Je suis désolé. Le bénévolat qu'elle fait là, les Togolais peuvent le faire, quoi. Parce qu'elle dit qu'elle ne marche pas au Togo, donc elle n'a qu'à arrêter. On peut avoir des Togolais aussi qui peuvent le faire. Elle est arrivée ici, elle est mère Teresa, elle fait quoi? Elle fait du bénévolat ou elle fait du volontariat? Elle gagne rien. Oui, ça c'est ça. Non, mais moi je suis dans la même logique que toi. On pourrait gagner en temps. Puis on aborde d'autres sujets. Oui, bon, je voulais qu'on parle aussi d'un sujet un peu lié à ça. Et ça, on l'a vu sur le compte Twitter du chef de l'État lui-même, la visite cette semaine à Lomé de l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. Il était là, on veut faire de notre pays un hub logistique d'Afrique. Et ce matin, le confrère L'Indépendant Express, non pas l'Indépendant, le Canard Indépendant pose clairement la question, combien coûtent les services de Tony Blair aux contribuables togolais? Ça peut être une question qu'on peut poser aussi. Oui, sauf que toi et moi, nous sommes mal placés pour donner la réponse. Seul celui qui a demandé les services de Tony Blair sait ce que ça peut coûter. Mais bon, je crois que comme on le dit souvent, on venait même un peu d'en parler. Peut-être Tony Blair a des compétences qui dépassent les frontières de son pays et qu'il va vendre ailleurs, c'est quoi, quelle est sa participation, qu'est-ce qu'il fera exactement, est-ce qu'il sera rémunéré pour ça, bon, même si rémunération il y a, qu'est-ce que ça représente par rapport à ce qu'il va faire. Je crois que ça doit faire autant d'éléments que l'on doit avoir à sa disposition pour pouvoir voir si c'est un gâchis d'avoir Tony Blair ou un avantage. Un des ministres Oscan qui est également là, si c'est un gâchis ou c'est un avantage. Donc, tout est question de calcul à faire, ce qu'il gagne et ce qu'il apporte. Bon, donc, comme je te l'ai déjà dit, toi et moi, ça serait un peu difficile de donner une réponse claire à cette réponse-là. Mais tout compte fait, c'est que, en règle générale, c'est des gens quand même qui coûtent très cher, qui vendent leurs compétences très cher, mais j'estime que l'État togolais a fait les calculs par rapport aux intérêts qu'il pourrait tirer de la collaboration entre lui et Tony Blair et tous les autres qui peuvent être là également. Oui, parce qu'il y en a quand même une bonne brochette, semble-t-il, qui arrive très régulièrement dans notre pays pour apporter quand même de l'aide à restructurer les choses. Vous avez cité tout à l'heure le nom de Dominique Strauss-Kahn qui a quand même fait aussi un travail chez nous. Avi Alpha, est-ce qu'on peut s'interroger légitimement sur le cas de Tony Blair aujourd'hui, ce qu'il peut coûter aux contribuables togolais? Ouais, moi je crains que les cas de Tony Blair, DSK, tout ce que tu connais, qui défile comme tu l'as dit tantôt, que ça ressemble un peu à la pilule qu'on a vu déjà sous Yadema. Tu sais, sous le père de la nation, si on peut ainsi le dire, il y avait certains patronymes, quand ça se prononce à l'Omédé, les gens rentrent en transe et ça fait vraiment une caverne d'Ali Baba par où les gens passent pour se faire beaucoup de sous. Certains noms, quand ces noms sortent sur une fiche d'audience, tu sais, et puis, bon, politiquement, le GI savait peut-être ce qu'il a tiré là-dessus. À l'époque, ce n'était pas trop des gens qui venaient pour investir, mais c'était plus pour des motifs politiques. Maintenant que le même système revient sous le fils avec des personnalités que les autres de l'autre côté, on a déjà mis peut-être, je ne dirais pas la poubelle, mais qui sont quand même, qui ne sont plus en service et que nous on brandit ici comme trophée de guerre pour relever le pays. Maintenant,
toute cette ribambelle a commencé par défiler, ça fait belle lurette. J'aurais aimé vraiment, par exemple, depuis que DSK a fait l'expert ici, à un moment donné, même c'était lui-même qui évaluait nos ministres, tout ça là, j'aurais aimé voir quelque chose changer concrètement dans la façon de gouverner et puis surtout sur le plan économique. Donc il y a plein d'exemples comme ça où, par rapport aux résultats que nous on attend toujours, on a des raisons de douter. Tony Blair aujourd'hui, demain ça serait qui? Donc moi j'ai des raisons de douter. Ça peut ressembler beaucoup plus à, je ne dirais pas de l'arnaque, mais une façon pour certains de passer par certains patronymes venant de l'extérieur. D'abord, le fait que la personne vient de l'extérieur, c'est déjà un atout, que papa encore c'est un blanc, c'est un autre atout, et qu'il a déjà occupé une certaine responsabilité. Oui, mais c'est par rapport à ça. Si c'est Adi Alpha qui a fait peut-être 35 ans en chose avec qui revient ici, peut-être ça serait accueilli autrement. Mais quand ils disent que c'est le monsieur là, il a occupé des responsabilités, c'est quelqu'un de l'autre pot. Les gens réunissent tout ça là pour venir miroiter. Et on présente des projets qui souvent, ça n'aboutit pas. Nous, on attend les résultats parce que les Tony Blair, il y en avait eu, mais jusqu'à présent, nous, on ne voit rien sur le Bonjour Loïc Lawson. Bonjour Ricardo. Comment allez-vous? Vous avez un commentaire à faire sur ce sujet-là? Bon, écoutez, Tony Blair, bon, moi aussi, je le vois comme beaucoup de Togolais, hein, c'est ce que je peux dire. Je le vois défiler. Mais bon, j'avoue que le premier jour où j'ai vu Tony Blair, je me suis dit, mais ce monsieur, quand il était Premier ministre, est-ce qu'il a une famille puis au Togo? C'était ma question. Même pas en Afrique, enfin. Non, en Afrique australe, peut-être les pays où ils ont été là, c'est-à-dire, dans les pays, voilà, Zimbabwe, voilà. Mais je ne le voyais pas Premier ministre Tony Blair au Togo. Il n'est pas venu, même autant, je ne sais pas, même autant, je ne l'ai pas vu, au temps du vieux. Bon, maintenant, c'est un homme politique qui a des réseaux, et c'est sur ces réseaux, je crois que, et aujourd'hui qu'il est au chômage, il est en train de vendre. Au fait, ne croyez pas qu'il vient nous donner des choses gratuites, non. Il vient en disant, moi j'ai le réseau, j'ai le carnet d'adresse, je mets à votre disposition... D'où la question du confrère ce matin. Combien ça coûte? Justement, je mets à votre disposition ma compétence, mon expérience, mais en retour, ce n'est pas du chocolat, c'est pas du bénévolat, quoi. Tu comprends? Il a l'Institut Tony Blair qui a fait ses preuves au Rwanda. Il a aujourd'hui embauché plein de personnes quelque part dans un immeuble sur la voie de Bossimé. Ah bon? Oui, l'Institut est installé là-bas dans un immeuble où les gens travaillent. Mais l'expertise coûte cher, mon cher ami. C'est comme les McKinsey qui sont chez nous. Ça coûte la peau des fesses. Quand il vient, les McKinsey, l'expertise, ça coûte la peau des fesses. En tout temps, Alternative a fait sortir les factures de l'autre, le français, Atias. Oui, Atias. Mais attends, c'est énormissime. Ça coûte cher. L'expertise coûte cher. Et maintenant, je comprends que les gens se disent, mais est-ce que on peut comparer pour voir ce que Tony Blair nous apporte, les annonces, et c'est qu'il, lui et son cabinet gagnent, qui gagne plus? Connaissant un blanc capitaliste, je ne le vois pas venir en bénévolat pour perdre. Tu comprends un peu ce que je dis? Je crois que l'analyse à ce niveau n'est pas du tout fausse. Maintenant, tout comme DSK, ils viennent tous en homme d'affaires, mes amis. Ils ne viennent pas pour faire du cadeau. DSK, la preuve, voulait amener même une entreprise, et je crois que ça a fait pour étiqueter les fausses boissons. Les fausses boissons, oui, bien sûr. C'est ses amis, l'entreprise, c'est ses amis, c'est ses hommes. Mais je crois que... Ils ont abandonné le projet? Non, pas encore. Ça piétine. Je crois que le président ne lui a pas donné encore le OK. Mais c'est plein de choses, c'est des businessmen. On ne peut pas refuser que Tony Blair, DSK, ils ne viennent pas faire des affaires au Togo. C'est d'abord les affaires. Et après, ils vous vendent un peu de leur expérience parce qu'ils ont été des hommes d'État, ils ont dirigé des grandes institutions. Maintenant, le résultat, dans le panier de la ménagère, c'est ça que les Togolais... Oui, parce qu'entre-temps aussi, on a vu à Lomé Ségolène Royal qui est aussi venu appuyer les autorités par rapport donc à l'énergie solaire. Oui, Tchania Waremiao, on va donner la parole à Ferdinandité. Oui, bon, moi je crois que Tony Blair, DSK, ce sont des références quand même connues au plan mondial. Ce n'est pas n'importe qui, tout le monde le sait. Et maintenant, Tony Blair, DSK, ils ne sont pas seulement venus pour s'expérimenter au Togo. Il y a bien de pays qui, par exemple, ont... Non, pas pour s'expérimenter, mais pour apporter leur expérience. Oui, qui ont été sollicités
Par exemple, en Éthiopie, vous allez au Kenya, vous allez en Sierra Leone, vous allez voir les marques de Tony Blair qui ont quand même contribué à propulser l'économie de ces pays. Et maintenant, par rapport à DSK, même un pays comme la Grèce en difficulté avait fait appel à DSK. Et donc, nous, au Togo, comme Loïc l'a dit, comme nous tous, on peut conclure ici que ce sont quand même avant tout des hommes d'affaires. Et quand ils viennent dans le pays, c'est pour d'abord eux. Mais il faut que nous, en tant que citoyens togolais, on ne peut pas s'insurger qu'ils viennent comme ils le font un peu partout, mais attendons que les résultats soient quand même des résultats qui vont dans l'intérêt des citoyens togolais. Et pour l'heure, insistons, faisons en tant que communicateurs journalistes, nous, on doit travailler, veiller à ce que les résultats quand même soient profitables au Togo. Alors, à l'étape où on n'est pas en train de faire le procès de... Oui, j'ai dit qu'on ne fait pas de procès, donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on veille. L'indépendant, non, c'est ce que je raconte. Le canard indépendant qui pose clairement une petite question. Combien peut-il coûter, par exemple, à Togolais? Oui, mais ça peut coûter ce que ça coûte. Mais le résultat, c'est sûr. On l'évaluera après. Que nous allons attendre et évaluer. Ferdinand Ité. Oui, c'est le mythe du sorcier blanc. Ça, c'est les prédateurs même ça de nos économies. C'est du genre Claude Leroy. Hein? On l'amène, on dit oui, c'est un sorcier blanc. Il va faire des résultats, machin. Et puis, vous allez dans les matchs, on vous gagne 4-1, 4-0. Et puis bon, les gens s'énervent. C'est la même chose, c'est le même canevas. Vous voyez, c'est le même canevas. L'argent que ces messieurs viennent ramasser ici, on aurait pu faire 100 forages pour les gens au village. On aurait pi construire les écoles. On aurait pu construire les dispensaires. Il faut d'abord penser le développement. Non, mais dans les bureaux. Écoutez, non, le développement, on le pense d'abord. On est d'accord là-dessus. Nous ne pouvons pas penser le développement. Nous, les Togolais, on ne peut pas penser le développement. On n'a pas dit ça. Est-ce que vous savez que quand le Rwanda est sorti du génocide, les experts qu'on a pris pour aller au Rwanda pour redresser l'économie rwandaise, il y a un Togolais dedans, je parle du docteur Alipuy. Vous voyez, et donc il ne faut pas que les gens viennent nous vendre des trucs ici, des trucs périmés ici, vous voyez. Si vous prenez tous ces gars-là, l'argent qu'ils viennent ramasser ici, cette semaine j'ai lu sur, je ne sais pas quel site français, que les entreprises de DSK sont vraiment ont prospéré, qu'il a gagné beaucoup d'argent. Et cet argent-là, ça vient dans tous les pays où il va ramasser l'argent pour des résultats qu'on ne voit pas. Vous savez que le PND, qu'on est en train de vendre partout, qu'on vend partout, a été écrit par DSK et Carlos Lopez, qui est un Cap-Verdien, je crois, qui a officié, je crois, à l'Union africaine et tout ça. Et c'est eux qui sont devant. Alors que nous avons des compétences ici que nous pouvons mettre en œuvre. Les autres pays qui nous entourent n'ont pas besoin d'aller chercher les sorciers blancs pour leur écrire des projets nationaux, pour leur écrire, pour voir comment on conçoit le développement. Nous avons des compétences. Les Togolais sont brillants. Donc, les Tony Blair, les Kouchner, les Germanos, les Ségolène Royal sont des gens qui n'ont plus de travail chez eux et ils viennent ici bloquer nos chefs. On ne pourra pas dire qu'ils n'ont plus de travail. Mais ils ont quoi? Quand des gens ont des cabinets, ça veut dire qu'ils ont du travail. Ils ont des gens qui emploient. Je vais vous dire. Non. Je vais faire une confidence. Je voulais marquer une pause. Je vais faire une confidence. Vous avez parlé de Ségolène Royal. Elle était venue ici, on l'a amenée dans un village, comme quoi elle est venue pour l'énergie solaire, tout ça. En réalité, elle est venue dans un truc de lobbying pour que Ford aille au sommet qui s'est passé, comment l'appelle-t-on, à New York. C'est ça. C'est ça, elle est venue faire ce business-là, elle a pris de l'argent. Est-ce que vous savez la facture? Combien elle a pris? Aujourd'hui, vous avez une idée de la facture? Au trésor, est-ce qu'on peut savoir combien nous coûte, par exemple, quelqu'un comme DSK, qui arrive ici en jet privé, qui est dans les meilleurs hôtels, qui sont payés en devises étrangères, qui repartent avec l'argent dans les mallettes? Merci beaucoup, Ferdinand. Nous allons marquer une pause. Quand on reviendra, on abordera la question de la presse togolaise. Vous savez que la semaine prochaine, le CONAP sera en fête. Retour en studio avec les confrères, nous allons parler un petit peu de la presse togolaise. Il faut qu'on parle aussi de nous et arrêter de parler des autres tout le temps. Après, on parlera de la politique et des politiciens. Vous savez qu'il y a quand même cette histoire de réforme et puis il y a cette réaction de la conférence des évêques du Togo dans l'opinion. Il y a beaucoup de commentaires, on reviendra sur le studio. Après, si on a un peu de temps, on donnera la parole aux auditeurs ce matin. Mais à partir de la semaine prochaine, mardi précisément, ou mercredi, on va dire, la presse togolaise se retrouvera, en tout cas pour celle qui fait partie du CONAP, il faut être précis là-dessus, à Sokode pour 3 jours, pour les journées portes ouvertes. Comment ça va se passer à Nawarimiao? Non, d'abord, il faut que je rectifie pour dire que ce n'est pas la presse, celle qui fait partie du CONAP seulement, qui est concernée par les journées portes ouvertes. Certes, les JPO sont une marque identitaire du Conseil national des patrons de presse, mais les JPO rassemblent toute la presse togolaise.
toute la presse, parce que tout ce qui se fait au niveau des journées portes ouvertes, c'est ce qui engage ou concerne pratiquement le quotidien des journalistes que nous sommes. Donc, bref, qu'on soit du CONAP ou qu'on ne le soit pas, on est journaliste et les journées portes ouvertes, on est concerné. Et donc, ce qui va se passer à Sokode, d'abord, il faut dire que c'est une tradition que nous sommes en train de respecter, une tradition qui bientôt va faire 5 ans, puisque vous avez souvenance, les premières, deuxième, troisième et quatrième éditions des journées portes ouvertes sous Jean-Paul Abo ont eu lieu à Lomé. Et quand vous y allez, vous voyez que toute la presse se retrouve là-bas. Donc, avant tout, c'est un lieu de retrouvailles entre confrères qui viennent d'un peu partout du territoire. Et c'est une occasion également pour que le public, celui de Lomé, de découvrir le journalisme dans son essence, l'histoire de la presse, qu'est-ce qui avait été fait et qu'est-ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Et lors de la campagne qui a sanctionné notre élection, qui a consacré plutôt notre élection à la tête du Conseil national des patrons de presse, nous avions mentionné que nous ferons de notre possible pour délocaliser à l'intérieur du pays les journées portes ouvertes, occasion de permettre aux populations de l'intérieur de vivre ce que, depuis 4 ans, celles de Lomé ont eu à vivre à travers les journées portes ouvertes. Et donc, c'est un défi. Ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans le concret. Donc, du 27 au 30 novembre, nous allons converger tous les confrères, ceux de Lomé, aussi bien que ceux de l'intérieur, à l'hôtel central de Sokode, où vont se tenir les festivités ou les activités, puisque tu parlais de fêtes. On est d'accord que c'est une fête en réalité. C'est une fête de la presse. Et donc, nous allons converger les gens au niveau de l'hôtel central pour les festivités des journées portes ouvertes. JPO. Alors, peut-être qu'on va quitter les JPO un petit peu pour parler de la presse. Fabrice, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que la presse togolaise est suffisamment libre dans l'exercice de son travail? Ouais, bon, moi je suis libre. D'accord. J'espère qu'il en est de même également pour les autres, parce que ce soit sur le plan légal, les tests qui régissent le fonctionnement de la presse au Togo, on sent qu'il y a une certaine liberté, même qui est garantie par les tests. Mais comme vous le savez, les tests peuvent être les tests, mais dans la pratique, il peut y avoir des obstacles. Et ces obstacles-là sont inhérents à la profession. Certains arrivent quand même à franchir les obstacles, d'autres pas du tout. Mais que ce soit aujourd'hui ou demain, vous n'aurez jamais un journaliste à qui on déroule le tapis rouge sur tous les plans. Donc, si c'était ainsi, tout le monde serait journaliste. Donc, c'est la capacité pour les uns et les autres de pouvoir aller un peu au-delà, faire face aux difficultés qui se présentent souvent aux journalistes et réussir à franchir ces obstacles-là qui fera de vous un grand journaliste. Donc, comme je le dis, sur le plan légal, sur le plan des tests, il y a la liberté, mais on sait quand même qu'il y a certaines contraintes, certaines pesanteurs dans l'exercice de notre profession qui viennent d'un peu partout. Oui. Ça peut être des gouvernants, ça peut être également des politiques, ça peut être même aussi des corps constitués, des corps constitués, même là, au sein de la population également. Vous pouvez écrire ou dire quelque chose où quelqu'un peut vous menacer. Alors, ce n'est pas parce que les tests ont dit qu'il y a la liberté que quelqu'un évitera de vous menacer. Mais quand il vous menace également, vous devez prendre ça au sérieux, sauf que vous n'allez pas céder à ces menaces ou au chantage. Donc, je crois que c'est un peu cela. D'abord, lorsqu'on parle de liberté, il faut d'abord regarder les tests qui existent. Est-ce que ça garantit? Est-ce qu'aujourd'hui, le journaliste a la possibilité de faire ci ou ça? Mais pour le reste, il revient à chacun en fonction de ses stratégies, ou du moins en fonction de ses compétences, de pouvoir contourner les obstacles qui s'érigent très généralement devant presque tous les journalistes. Abialpa, je vous poserai la même question. Oui, évidemment, au Togo, par rapport aux textes qui régissent ce métier
peut-être on peut ne pas trop se plaindre, mais maintenant, dans les faits, sur les réalités, dans la réalité, c'est là-bas, c'est une autre paire de manches. Tu sais, c'est d'ailleurs pourquoi on doit se dire que la bonne santé de la presse et la bonne santé de la politique sont interconnectées. Les réformes actuellement que le Togo est en train les partenaires sont en train d'aider le Togo à rendre effective, je dirais vraiment ce soit une réalité, de façon à ce que des structures qui sont avant-gardistes telles que la HAC par exemple puissent quand même être des boîtes sur lesquelles plus ou moins la presse peut aussi compter, sans que on vous juge par rapport à votre plume, par rapport à votre c'est-à-dire votre ligne éditoriale. Donc malheureusement c'est pas ça. Bon, on ne peut pas dire que tout est en noir, parce que je donne deux petits exemples. Quand moi j'avais eu des soucis avec deux ministres, notamment Nyofam et Ayasso, par rapport à l'affaire des 10 milliards que vous connaissez, l'affaire est venue à la HAC. Les deux ministres se sont très mal pris, et la HAC même n'était pas... J'ai été convoqué, mais dans la confrontation, j'ai démontré comment les deux ministres se sont très mal pris. La HAC a fini par comprendre qu'effectivement, ce n'était pas bien leur procédure. Et en les faisant comprendre raison, ils n'ont pas voulu ça. Ils sont rentrés dans un bras de fer avec la HAC. Et dans ce qu'ils m'ont, moi je me rappelle un membre de la HAC dont j'ai gardé le nom, Marc, m'a dit que bon, en tout cas par rapport au comportement de ces messieurs, ils sont libres d'amener le dossier là où ils veulent. Mais M. Abielfa, partout où ils t'amèneront au nécessaire, tu peux nous dire, nous on va se faire accompagner d'un de nos membres. Voilà une HAC. Le jour là quand j'ai entendu ça, ça m'a donné du tonus. Et le dossier a continué, vous avez vu comment ça se passait au SRI, à la justice, jusqu'à ce que vous avez suivi les dossiers. Donc ça c'est un exemple. Au même moment, c'est dans la même HAC que un jour on parlait des journaux, et puis un membre était, quand on a évoqué le nom de mon journal, il était rentré en transe. Il disait que mais un journal comme ça que lui ne peut même pas faire lire à son chien. Je ne sais pas si ses enfants tous savent lire le journal avant de parler de son chien. Ils sont encore là, donc c'est la même HAC ça. Donc il faut, c'est-à-dire on parlait d'un sujet et il est rentré en transe qu'un journal comme ça, le rendez-vous quoi, que lui ne peut même pas faire lire à son chien. Alors que certainement il a des enfants qui ne sont même pas allés aux soins. Donc voilà des gens comme ça qui parce que au moins bien que ce journal-là, son chien ne peut pas le lire, heureusement que son chien n'est pas enregistré à la HAC. Donc, bien que ce soit ça, ce journal est enregistré là-bas, il est reconnu. Donc, c'est un ensemble où on ne peut pas dire que tout est noir. Mais beaucoup reste à faire. Surtout, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? C'est qu'on ne vous donne pas on vous retire pas la gauche, ce qu'on vous a donné par la droite. Ils font tout pour, je ne dis pas que c'est la HAC qui le fait, mais de l'environnement politique, tout ça là, font tout pour vous limiter par rapport aux moyens, de façon à ce que votre marge de manœuvre, la dernière fois j'ai parlé de l'aide de l'État à la presse au niveau du Bénin qui racole avec 3 milliards au Sénégal, 3 milliards. Je crois que le président de la HAC du CONAP ici, il va nous édifier là-dessus. Depuis là, on est à 115 millions. 115 millions pour tous les médias que 100 millions. 100 millions. Pour les médias, quand est-ce que c'est passé à 100 millions? L'année passée, c'est pas 115 millions qu'on a partagé aux gens. L'année passée, la session passée. Peut-être que c'est le partage dernier qui a fait ça. Dites-moi depuis quand c'est devenu 100 millions. Peut-être que c'est devenu quand même 100 millions. Donc c'est pour vous dire que ils font tout pour vous limiter. Sinon on ne peut quand même pas dire que jusqu'à 2016-2017, qu'on puisse dire que pour tous les médias que vous connaissez au Togo, qu'on puisse dire que les gens se partagent. Au même moment, les médias étrangers viennent ici pour partir. C'est des centaines de millions qui mettent dans la cagnotte parce qu'ils sont venus faire les lois. Merci beaucoup à Abi Alpha. Au-delà de tout, Ferdinand, vous êtes intéressé à un cas particulier ce matin quand on parcourait votre journal. On va en arriver là, s'il vous plaît, parce que on va en parler, mais il faut qu'on parle d'autre chose. Non, parlons de la presse. Oui, mais on va en parler. Nous, on vient de sortir des assises de Tunis où des sujets comme ça ont été énormément abordés.
c'est vrai que chez nous, il y a une diversité d'opinions, ça on ne peut pas le refuser. Maintenant, un média libre, ce n'est pas seulement une diversité d'opinions. Un média libre, c'est l'environnement qui permet aux médias d'être véritablement une entreprise de presse pour pouvoir éclore. Et ça, on n'a pas au Togo. On a mis toutes les barrières pour que les journaux au Togo n'aient pas une assise financière solide. Et vous avez vu dans la dernière période tous nos confrères qui n'arrivent plus à paraître et qui ont des difficultés de moyens pour être réguliers dans l'apparition. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Et quand on dit on veut bâtir une société démocratique, la presse, c'est l'oxygène de la démocratie. Et quand la presse n'a pas les moyens pour donner l'information libre et honnête, véritablement... J'espère que vous ne demandez pas au gouvernement de financer la presse. Mais nous faisons un travail d'utilité publique. Ça demeure des entreprises. Oui, mais c'est un travail d'utilité publique. Mais quand nous sommes ici, nous parlons aux citoyens, nous sensibilisons les gens, nous édifions les gens. Mais c'est pour ça, dans tous les pays, même les pays démocratiques, ça se passe comme ça. Et donc, on ne peut pas nous dire aujourd'hui, bon, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, moi, je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut voir les choses. Il faut voir comment est-ce que la presse togolaise est en train de mourir. Il suffit d'arriver au Togo, de demander où est la maison de la presse, on vous y conduit, on vous amène là-bas, vous voyez l'immeuble et vous commencez par tourner le regard parce que c'est un truc qui est totalement désastreux. Et c'est ça l'image que la presse togolaise relie. Et quand vous allez à Dakar, vous voyez ce qu'on appelle la maison de la presse. Quand vous allez au Ghana, vous voyez ce qu'on appelle la maison de la presse. Maintenant, dans la pratique, il se passe que de temps en temps, quand vous dérangez ou vous allez trop loin, on essaye de vous taper sur les doigts. Comme exactement dans cette émission où les gens pensent que bon, on en fait un peu beaucoup plus trop, ou bien parfois on les critique et ils sont en train de mijoter des plans pour fermer l'émission. Et ça, on le sait. Bon. Et donc, c'est des pesanteurs qui pèsent sur nous et qui empêchent les citoyens ou qui empêchent les journalistes de faire leur travail. Et donc, si nous, on a un plaidoyer à faire, c'est que les autorités arrêtent de déverser l'argent pour les journalistes étrangers. Dès qu'il y a un sommet ici, on fait venir des gens, on leur paye en centaines de millions d'euros, ils viennent ici, on leur donne de l'argent, Jeune Afrique, tout ça. Certains, même quand ils retournent dans leur pays ou dans leur rédaction, ils passent même pas une seconde de l'événement. On a vu aussi des gens qui sont venus à Lomé, mais ils prennent de l'argent. Ils prennent de l'argent. Et nous, qui faisons un travail, parce que aujourd'hui, ils ont mis une conférence de presse. La CENI a appelé les gens pour venir à une conférence de presse. Après, il y a la foire. Ils ont appelé les gens pour venir à une conférence de presse. S'il n'y a pas la presse togolaise, si elle n'est pas solide, comment est-ce que vous pouvez les appeler pour venir relayer les événements que vous êtes en train de faire? Et donc, moi, je pense qu'il faut une volonté politique pour faire avancer tout ça. Faire avancer la presse. Parce que les journaux aussi, c'est des entreprises de presse. C'est des gens qui emploient les gens. Vous ne pouvez pas avoir des écoles de journalisme dans le pays et ne pas avoir des entreprises de presse pour absorber ces jeunes qui sortent diplômés de ces écoles de journalistes. Sinon, vous fabriquez des chômeurs. Et donc, il faudra véritablement que le gouvernement réfléchisse. Maintenant, sur le cas de Peter Dogbé, nous l'avons souligné ce matin, que bon, voilà, il y a des pressions sur lui. Ça arrive toujours sur les périodes de tension politique. On essaie de vouloir museler un peu les gens, mais c'est un vaste plan. Je viens de parler tout à l'heure de cette émission-là, et puis bon, peut-être d'autres. On ne sait jamais, les jours à venir, on peut nous dire, oui, telle émission dérange, il faut arrêter tout ça. Mais nous sommes là pour combattre, pour avoir plus d'espace pour parler aux citoyens. Merci et je beaucoup, pense aujourd'hui que les Togolais, quel que soit leur bon politique, sont très attachés aux émissions, aux journalistes. Nous suivons régulièrement parce que nous leur apportons l'information, même si les informations que nous leur apportons n'agréent pas tout le monde, mais les gens sont d'accord que c'est nous qui leur apportons les informations. Merci beaucoup, Père d'Unité. Tiens, vous voulez passer moi dans la parole à Loïc Lawson? Oui, non, ben, je voulais dire juste que si on cherchait à voir tout à l'heure si la presse exerce en toute liberté. Oui, c'est vrai, elle n'exerce pas pleinement en toute liberté parce que peut-être il peut y avoir des contentions, des restrictions, ça et là. Et par rapport, par exemple, à cette émission, quand Ferdinand dit que les gens peuvent planifier de fermer, je crois plutôt que ceux qui dirigent le pays ont intérêt à ce que des émissions comme celle-ci se pérennisent. Et d'ailleurs, qu'on les multiplie un peu partout sur le territoire. Parce que c'est des émissions contradictoires. Écoutez, c'est des émissions où il y a la contradiction. Ce ne sont pas des émissions musclées où on dirige des attaques ou qu'on vient inventer des mensonges derrière des gens. Donc, pour moi, il n'y a même pas à s'inquiéter. Personne n'oserait, personne ne planifierait même de fermer une émission comme celle-ci. Puisque tous les vendredis, allez dans les bureaux, vous voyez que tous les Togolais sont câblés à Taxi FM. Vous les voyez câblés, par exemple, à Canal, à toutes les radios, parce qu'aujourd'hui,
il faut le dire, les gens sont plus attachés, comme Ferdinand le dit, aux émissions que nous faisons. Merci beaucoup. Mieux qu'à tout. Et donc, nous, en tant que, puisque nous en parlons, nous avons parlé du Conseil national des patrons de presse, nous allons faire également notre part. Notre souhait, c'est que chaque journaliste togolais puisse faire sa part du travail avec beaucoup plus de professionnalisme, avec beaucoup plus de responsabilité. Maintenant, il revient à ceux qui sont dans les administrations ou aux autres de la population de jouer également leur partition. Parce qu'il y a des gens, quand un journaliste veut venir tout simplement recouper, d'abord on ne décroche pas le téléphone, ensuite on refuse d'abord en même temps ensuite de le recevoir, on ne veut même pas entendre quand on dit que c'est un journaliste. Et ça fait parfois que le travail se fait de façon bancale et après c'est les mêmes qui reviennent crier. Donc que les gens sachent que les journalistes ont besoin d'aller dans les administrations pour avoir les informations nécessaires et faire leur travail avec beaucoup de responsabilité. Merci beaucoup, il y a un auditeur qui nous dit, parlant de la presse, la liberté n'est que du pipeau. Loïc Lawson maintenant sur ce sujet. Non, ben, sujet assez vaste et délicat. Oui, c'est vaste. Sujet parce assez que vaste. Ferdinand évoquait tout à l'heure le cas de Peter Dogbé, avec tous ceux qui... Que j'ai d'ailleurs appelé pour lui apporter tout mon soutien de vive voix. D'accord. Et je fais partie de ceux qui, très tôt, ont commencé par contacter certaines autorités pour savoir si c'est vrai. Et que si c'est vrai, c'est pas bon pour le pays. On a eu une lettre qu'on devrait adresser à RFI qui a circulé sur les réseaux ces derniers jours. Justement, parce que Ferdinand peut te le confirmer, on en discutait sans savoir que Peter allait avoir ces difficultés avec Laurent Koro à Tunis. On a discuté pendant plus d'une heure de temps autour justement du RFI, Togo, tout ça. Et on arrive et on tombe sur cette information, malheureusement. Mais tu sais, moi, fondamentalement, il y a une phrase que j'ai retenue qui l'autre fois à Tunis, pour le sommet, c'est le journalisme n'a de sens que si il apporte quelque chose aux citoyens. Oui. Si tu ne fais pas du journalisme pour le citoyen, pour éclairer la cité, mais que tu le fais pour l'assombrir et lui fermer les yeux, tu ne fais pas du journalisme. C'est assez important. Et j'avais balancé un tweet de Tunis pour répéter la phrase du DG de France 24 qui était aux assises, qui disait « On a besoin que de la presse soit libre partout et critique ». Et le tweet a fait assez de discussions sur Twitter. Pour dire quoi? On peut être libre sans être critique. Et la critique, moi, telle que je la conçois, personnellement, ce n'est pas la critique, pour moi, c'est celle qui est constructive. Je ne peux pas te voir, toi, Eric Gatton, en train d'aller dans le mur et continuer par t'applaudir qu'il faut aller dans le mur. Je te dis, au nom du fait que je vais faire du journalisme citoyen, que ça, ce n'est pas bon. Quel que soit ce que tu me donneras ou me diras, je te dis au nom de notre amitié, cette route n'est pas bonne. Parce que c'est l'intérêt national d'abord, et qu'on regarde quand on est journaliste, avant de regarder l'intérêt, les petits chapitres. C'est pour ça que j'ai soutenu par exemple les évêques l'autre fois. On va en parler tout à l'heure. Pour moi, le journalisme, sa liberté fondamentale, c'est ça. Et quand l'homme politique, qu'il soit au pouvoir ou qu'il soit de l'opposition, ne peut pas supporter la presse qui le critique, cet homme politique est dangereux. Si l'homme politique qui, pour moi, ne peut pas supporter la presse qui le critique et cherche à la museler, pour moi, cet homme politique ne mérite pas de diriger un pays. La presse libre, nous la voulons parce qu'aujourd'hui, c'est les mêmes politiques qui disent que les journalistes togolais, et c'est ceci, c'est cela, c'est des mendiants, ils n'ont pas les moyens, ils vont, excuse-moi. Ils disent qu'ils sont des mendiants. Le fameux, comment il s'appelle, coach, qui a eu le culot de dire que... Ah, le Béninois. Le coach là, Pognon. Pognon, oui, le Béninois. Que mon ami Fabrice a ce matin entre-temps, qui a eu le culot de dire sur une antenne que les journalistes togolais, lui, quand ils les voient la pitié de parce qu'ils ne vont pas, ils vont en moto, ils vont à pied. À Lomé, sur une antenne togolaise, il y a pas des journalistes qui l'a laissé faire, j'ai eu très mal. C'est pour dire que quoi? On a parlé tantôt aussi, en parlant de liberté, je parle des moyens. Il faut que les dirigeants comprennent que c'est quand vous remettez les moyens à la presse qu'elle est responsable. Pas donner moyen à un journaliste. Non, pas un journaliste, voilà. C'est deux choses différentes. Maintenant, les dirigeants font le contraire. Ils préfèrent donner à un journaliste et en lui donnant, ils pensent qu'il leur rend service. Mais le peuple n'est pas bête et dupe. Il sait là où il va. Le peuple sait. Donc, le journaliste, quand vous lui donnez les moyens, vous lui dites, fais son travail de manière professionnelle, aide-nous à voir, éclaire notre lampe ou bien notre vue.
et il fait son boulot. Donc c'est pour dire, moi qui ai en face de moi le président, par exemple, du Conseil national des patronats, c'est de se battre, quoi qu'il advienne, pour que l'aide de l'État, par exemple, à la presse dont on parlait, quitte ce petit plafond de 200 millions et qu'elle aille à 100 millions. Ce n'est pas encore à 100 millions, qu'elle quitte 100 millions pour aller à 500 ou 1 milliard. Ça, c'est le minimum, parce que partout dans la sous-région, les gens font cet effort. J'apprends au Conseil des ministres, j'apprends au Conseil des ministres, hier qu'on veut donner 200 millions aux partis politiques, qui en réalité ne font pas mieux que la presse. Qui en réalité ne font pas mieux que la presse. Comment trouver les moyens pour aider la presse? On ne veut pas le faire. Les publicités, on dit, tel journal, il nous a critiqué, pourquoi vous lui donnez la publicité? Et les sociétés d'État aujourd'hui, ils ont peur de donner de la publicité aux journaux, aux médias. Les privés, c'est pire. Mais ailleurs, qu'est-ce que je te disais l'autre fois? Et tous ici, on a l'habitude de voyager. Quand vous voulez monter dans un avion dans un pays étranger, qu'est-ce qu'il y a la première chose à l'entrée de l'avion? C'est les journaux locaux. Oui. C'est des abonnements. C'est des abonnements Ici, que il y en les a pas. compagnies font. Et je me suis plaint à Ferdinand, je disais pourquoi ici à l'aéroport, Yamalata ne peut pas s'abonner à tous les journaux et mettre à l'entrée des avions, que ce soit Ethiopian, Aska, Air France, Bruxelles, pour faire la promotion de la presse togolaise. On ne veut pas pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que la presse soit libre. Et ça, c'est pas bien. Du bien, d'accord. Je pense que vous avez un commentaire à ajouter, Fabrice. Non, la liberté, il ne faut pas toujours peut-être attendre que ce soit l'autre qui vous garantit. Il faut l'arracher. Il faut l'arracher, ça commence dans la tête de tout individu. Hein. Et puis, en ce qui concerne le domaine de la presse, on peut l'étendre. C'est comme la critique, elle est là. Mais lorsque vous faites votre critique, il faut également avoir l'humilité de penser à un moment donné que ce n'est pas toujours une parole d'évangile. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs genres en journalisme. Il y a les faits qui sont sacrés, qui sont têtus. On ne touche pas. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais lorsque vous vous lancez dans des analyses pour dire à quelqu'un ce qu'il est, il est en train d'aller dans le mur, c'est possible qu'il soit être en train d'aller dans le mur, oui. Mais c'est aussi possible que vous vous trompez. Et donc, l'analyse, elle est là, les critiques, elles sont là. On peut toujours avoir des critiques lucides. Ça peut se révéler vrai après. On peut aussi parfois se tromper là-dedans. Et donc, à un moment donné, aujourd'hui, même ceux qui nous donnent les leçons de liberté et tout cela et autres, vous allez voir qu'aujourd'hui, et quand parfois on me dit, et c'est vrai que la culture, les gens le font beaucoup plus avec finesse de l'autre côté en Occident qui semble nous donner des leçons. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous, on a même plus de liberté qu'eux parce que eux, les lobbying aujourd'hui, c'est pour cela, vous allez voir pratiquement tous les journalistes ont soit un compte Facebook où ils ont la possibilité parfois de dire ce qu'ils pensent, qu'ils ne disent pas forcément sur les médias, oui. Qui sont à un moment donné embrigadés par les lobbying financiers et tout cela et autres. Donc, moi, je crois qu'on ne peut pas rêver un jour avoir une cité dans laquelle, c'est-à-dire tout est pour le mieux, pour le journaliste. Les difficultés, que ce soit d'un pays à un autre, on en rencontrera toujours, mais c'est à ce niveau-là qu'il va falloir se battre pour aller au-delà des obstacles qui sont érigés par les uns. Et ça aussi, c'est la responsabilité finalement de ceux qui dirigent la situation. C'est un combat, c'est pour cela le combat pour la liberté ne s'arrête jamais. Il est toujours perpétuel parce que vous pouvez avoir un acquis aujourd'hui et le lendemain, tout peut être remis en cause et repartir à zéro. C'est pour cela qu'il faut faire de la veille et être toujours dans la logique du combat d'obtenir plus de liberté parce qu'il n'y a jamais une situation où on dit j'ai toute la liberté. Il y a un auditeur qui nous dit que la presse togolaise sera libre et indépendante véritablement lorsque tous les journalistes prendront conscience qu'ils doivent cesser d'être porte-parole ou avocats défenseurs du gouvernement, des personnalités qui incarnent nos institutions ou gèrent mal nos sociétés. Ils doivent être unis pour défendre ensemble leurs intérêts, sinon ils ne seront que exposés aux miettes de gauche à droite. Abi, j'ai un impératif de l'heure. Vous permettez-moi encore une courte pause, ça ne va pas durer, rassurez-vous. On revient au moment encore sur le sujet, on parle politique. Retour en studio pour la dernière partie de Taxi Presse avant de retrouver les confrères à la rédaction de Taxi FM en ligne. Jean-Marie Leblanc. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes au programme pour Taxi Midi. Quel est le contenu de votre journal? Eh bien, Taxi Midi évoque les 200 millions de francs CFA de l'État pour accompagner les listes en vue des campagnes pour les élections législatives du 20 décembre prochain.
C'est l'un des décrets pris en Conseil des ministres jeudi. Et puis le projet de loi de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale a du plomb dans l'aile. L'opposition parlementaire accuse le gouvernement d'avoir violé les recommandations de la CEDEAO. Il sera aussi question de l'union Togocom-FUSEC. Les deux parties sont désormais ensemble pour mieux servir leur clientèle. Enfin sport, baptême du feu réussi pour Maurice Moussoudier à la tête de la SOTR. Les Auxerrois épinglent Sarah Sport 1-0 et des Vierges son invincibilité. Alors, le développement de tous ces principaux titres, c'est à 12h45. Avec Jean-Marie Leblanc. Merci beaucoup, Jean-Marie, et à tout à l'heure. Retour en studio. Abi, vous voulez prendre la parole avant? Très rapidement, encore 5 minutes, tu parles politique. Ouais, je disais que, toujours par rapport à la presse, que quand on affiche la volonté à ne pas vouloir aider quelqu'un, c'est un choix. Nous, on ne va jamais faire la courbette devant ceux qui gèrent le pays pour qu'ils nous couvrent de l'or. Maintenant, c'est leur choix. Mais quand quelqu'un qui se sent limité ou bien en termes de moyens se débrouille sur son chemin, il faut qu'on l'empêche pas de se débrouiller. C'est ça qui est triste. Je vais donner quelques petits exemples. Je connais des journaux, dont le mien, dont le journal de Ferdinand, qui ont eu des publicités, qui ont commencé par passer. On a envoyé des gens pour dire aux promoteurs d'arrêter. Il n'a vu personne pour donner au journal des publicités. C'est à ces messieurs-là qui critiquent le système. Moi, personnellement aussi, j'ai signé un petit contrat avec un expatrié. J'ai commencé par passer. Après la troisième parution, le monsieur m'avait déjà donné la moitié de l'argent. Après la troisième parution, il m'a appelé, il pleurait presque au bureau de ne plus passer, que ça va le créer des problèmes. Ah bon? J'ai dit voilà, j'ai pris la moitié. Il dit prends, mais ne passe plus. Donc voilà là où on est arrivé. Tu vois non? Voilà là où on est arrivé avec la presse. Donc on fait tout pour étouffer certains. On veut réduire tout le monde à des coups de fil avec le ministre. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez vu ce que j'ai écrit? Ah ouais, je suis au bureau. Bon, passe à 16h. Tu arrives là-bas, tu te grattes la tête, ils trouvent un 200 000. Toi aussi, tu penses que ça te fait le week-end et c'est le journalisme. Ils veulent que tout le monde soit réduit à ça, mais tout le monde ne peut pas être réduit à ça. Donc il faut que, si on ne peut pas aider les gens, le peu que les gens font pour se maintenir dans le métier, qu'on leur donne la chance, qu'on leur accorde la même chance pour le faire. Merci beaucoup. Oui, vous vous sentez interpellé parce que vous êtes patron de presse aussi. Non, je crois que ce qu'Abi a évoqué est très pertinent, mais c'est de part et d'autre. Vous savez, nous-mêmes, journalistes, on doit être conséquents envers nous-mêmes. Il y a des gens, ils se retrouvent, ils s'entendent, ça je ne vais pas l'étaler ici. Ils font une liste en pensant peut-être à leur ligne et ils s'embarquent, ils vont quelque part et puis c'est bloqué pour les autres. Et donc quand c'est comme ça, c'est un travail de fond que les journalistes doivent faire entre eux. Là où, par exemple, Abi, ça fait la deuxième fois qu'il évoque ce cas sur le même plateau. Et ça, c'est touchant. Quand quelqu'un a déjà un marché, que des gens appellent pour dire de ne pas le lui donner, ce n'est pas bien. Parfois, il y a même des confrères qui créent cette situation-là. Et c'est triste. Et c'est désolant parce que quand vous êtes d'un même corps de métier, avant tout, c'est vous. Après tout, même, c'est vous. Parce que quand vous voyez les médecins, quand vous voyez les militaires, quand vous voyez tous les corps de métier, les gens savent que ce qui les unit est plus fort que ce qui peut venir les diviser. Et je crois que c'est un appel que nous nous lançons ici, de faire en sorte que nous-mêmes, on comprenne ce qu'on doit faire pour que nous réussissions notre métier. Bien. Maintenant, par rapport également à l'appel de l'auditeur, celui-là qui a écrit, pour vous dire qu'il y a des journalistes qui à sens, qui accompagnent ceux qui sont au pouvoir. Il a manqué d'ajouter qu'il y en a également aussi qui le font pour accompagner, peut-être maladroitement, des deux côtés, ceux qui ne sont pas au pouvoir. Je veux parler de l'opposition. Donc les gens doivent apprendre à faire du vrai journalisme tel que nous l'évoquons ici, à dire la chose telle qu'elle doit être. Tout le monde sait que les faits sont têtus, ils sont là, on ne peut pas les modifier, mais les commentaires que nous faisons de part et d'autre derrière les faits que nous évoquons doivent être des commentaires équilibrés et équitables. Ferdinand d'abord. Non, moi je pense que beaucoup, tout a été presque dit. Bien. Si vous devez ajouter, là on gagne un temps, on va aller politique. Je pense que il faudra penser véritablement à une presse solide, hein, des entreprises de presse solides. Moi, j'ai mal quand je vois beaucoup de journaux qui sont en train de disparaître de la scène médiatique. Des journaux qui sont parfois édités par des gens qui ont une très bonne plume,
qui sont des gens très bien en journalisme, qui ont fermé... parce qu'ils n'ont pas de moyens. Parce qu'ils n'ont pas de moyens, parce qu'ils n'ont pas de publicité. Et si la presse meurt, si la presse meurt, la rumeur va prendre le dessus. Aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux qui vont prendre le dessus. Et là, on va aller de dégâts en dégâts. Et moi, je suis convaincu que nous ne faisons pas l'unanimité dans l'opinion de par les analyses que nous faisons parfois, mais les gens sont attachés à nos émissions parce que les gens veulent nous écouter pour savoir qu'est-ce qu'on veut sortir aujourd'hui, quelle information on veut donner. Et pas plus qu'hier nuit, quelqu'un m'a appelé pour dire oui, on est en train de casser des maisons quelque part parce que quelqu'un est venu pour dire que les terrains lui appartiennent, pour que nous les aidons. Ça, ces messages-là, on les reçoit tous les jours. Les messages que normalement on doit aller donner au commissariat ou à la gendarmerie ou je ne sais pas. Voilà, justice carrément. Le premier réflexe des gens, c'est d'appeler les journalistes pour dire que si vous le dites dans l'émission, on va nous aider. Donc je pense que nous allons continuer par aider les citoyens, leur apporter l'information. Nous ne sommes pas parfaits. On n'est pas plus intelligent que les gens qui nous écoutent, mais nous essayons de faire notre métier avec la plus grande humilité. Non, c'est pour dire que effectivement, chaque journaliste, parlant de liberté, c'est aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un choisit de dire les choses comme il pense, même si tu n'es pas d'accord par rapport à ce que tu dis, tu peux formuler tes critiques pour dire je ne suis pas d'accord avec toi. Et donc, il ne faudrait pas également s'attendre à ce que les journalistes te disent ce que toi tu veux entendre. Ça aussi, ça fait partie de la liberté. Et donc, si malheureusement mes analyses ne concordent pas avec ce que tu penses, tu es libre de m'attaquer sur mes analyses, mais tu n'es pas obligé à faire. Tu n'as pas le droit d'ententer à ma vie pour dire non, je suis ceci ou cela et autres. Tiens-toi à ce que j'ai dit. Si je dis que la loi n'est pas rétroactive et toi tu penses que c'est le contraire, je crois que le débat est là. Tu donnes tu fais ta démonstration, je fais la mienne, mais n'attends pas à ce que forcément, tu peux finir par me convaincre, mais n'attends pas à ce que je sois le relais de ce que toi tu penses forcément, parce que ce que tu penses, ça peut ne pas être également la même chose que moi. Avant de parler politique, vous voulez passer aussi à moi très rapidement. Je veux qu'on parle politique puisqu'on est aussi attendu sur le terrain ce matin. Non, parlons de nous un peu. Je crois qu'on est unanime qu'il faut qu'on passe à un journalisme sérieux, c'est-à-dire un journalisme plus qui ne prend en compte que le citoyen et le pays. Et je crois qu'on va y arriver. C'est comme en démocratie, c'est un processus. Et pour le faire, ça va nous servir nous-mêmes, ça va nous aider, et ça va aider le pays et les dirigeants, et ceux qui aspirent aussi à venir. Je donne un exemple banal. Quand moi je dis, il faut que sur certains sujets d'intérêt national, ou des sujets qui engagent l'avenir, nos enfants et tout, si ces sujets, le journaliste ne sait pas faire ce que j'ai l'habitude d'appeler à gagner un agoplan, il reste correct. Parce que sur ces sujets-là, on ne badine pas. Je te donne un exemple banal, d'une histoire banale qui me vient comme ça à l'esprit. Rappelle-toi en France avec, je ne sais pas, l'affaire Cahuzac ou je ne sais pas quoi, c'était le ministre des Finances. Oui, bien sûr. Mais il avait détourné, ou bien non, il n'avait pas déclaré, ou je ne sais plus l'histoire, c'était quoi exactement. Eric Vert. Il a caché son fisc. Au fisc. D'accord. Et quand l'affaire, un journal a fait sortir ça, c'est pas c'était le Canard enchaîné, mais attendez. La justice s'est saisie immédiatement. Et tu vas voir, comme partout dans le monde, il y a la gauche, il y a la droite. Il y a des journaux de la droite et de la gauche. Mais ce qui m'avait surpris à l'époque, Figaro, qui a toujours été considéré comme journal de la droite, et la droite était au pouvoir, et certains journaux, mais tous c'était unanime que ça, c'est pas un comportement de quelqu'un qui est à la tête de l'État, et immédiatement, il a été enlevé du gouvernement. Moi, c'est comme ça que je conçois le journalisme. Quand quelqu'un, qu'il soit aux affaires, qu'il soit nommé, quand ce n'est pas bon, et que ça peut engager, parce qu'on a des enfants qu'on éduque, et qui lisent le journal, moi je ne sais pas si certains, leurs enfants lisent les journaux, regarde, et qu'ils écoutent ce qu'il dit dans la société. Et quand parfois nous prenons des défenses indéfendables, c'est-à-dire des trucs incroyables, et ça, on défend ça. Nous défendons ça, nous tuons le pays et nous nous tuons nous-mêmes. Et l'homme politique, il est dans son salon, feutré, il a tout. Et toi, contre je sais pas, des miettes,
Tu es venu t'exhiber, raconter ta vie, et juste le soir après, tu as encore des soucis. C'est pour ça que je dis, on peut se diviser sur plein de sujets, mais quand ça engage l'avenir de la nation, restons intransigeants. Et on va parler justement de l'avenir de la nation, puisque actuellement, les députés en principe doivent être en train d'étudier le projet de loi soumis par le gouvernement togolais concernant bien sûr les réformes constitutionnelles. Et depuis quelques jours, le débat tourne autour de ce sujet. Mais c'est la sortie des évêques, de la conférence des évêques du Togo, qui cristallise aussi l'autre débat dans la société. Et moi j'ai envie de poser la question, est-ce que les évêques, est-ce que les religieux, pour tout dire, ont un rôle à jouer pour le règlement d'une crise politique par exemple? Fabrice. Oui, moi je crois qu'ils ont un rôle à jouer, parce qu'il ne suffit pas d'aller prier dans les églises ou je ne sais dans les couvents pour que la société aille mieux. Ce n'est pas que je ne crois pas à la force de la prière. Moi je crois bien à la force de la prière, mais il faut prier et agir également. Oui. Et donc je crois que pour être élaboré. Oui, donc je crois que la sortie des évêques, ça c'est on est passé de la prière à l'action. Il faut avoir le courage de dire aux gens ce qui se passe, attirer leur attention sur les dangers qui nous attendent, ce qui ne va pas bien dans le pays, et je crois que c'est ce qu'ils ont fait. J'espère tout simplement que c'est tombé. Mais là où je peux dire aujourd'hui, surtout que c'est l'Église catholique qui a fait cette sortie, et que parfois aussi j'ai envie de dire, ou alors l'Église aussi a échoué dans sa mission. Ah oui? Ah oui, puisque quand vous prenez tous ces leaders politiques... Ah, ils vont à l'Église? Ils vont à l'Église, c'est des leaders des partis politiques, c'est des fidèles des militants. C'est des fidèles des militants. Alors, est-ce que le message passe? Est-ce que le message passe? Parce qu'en réalité, le rôle de l'Église également, c'est de faire passer un message qui doit réjaillir dans le comportement des fidèles. Et donc, aujourd'hui, je crois que aujourd'hui, on peut considérer que c'est comme tu sors un matin, tu constates que ton enfant vole. Et tu écris, tu alertes dans le quartier que ton enfant est un voleur. Bon, on peut te demander si à un moment donné, toi-même, tu as joué le rôle qu'il fallait pour que ton enfant ait le bon comportement. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, de la prière, ils sont passés à la dénonciation. On a lu, les politiciens font des calculs, ça, ils ont pu le constater. Et dans ces calculs, le peuple ne se retrouve pas toujours. Comme le dirait quelqu'un, le peuple, ça peut passer par ma condition également, malheureusement. Alors maintenant, aujourd'hui, moi je dis l'Église catholique peut aller loin. Elle peut aller loin dans ce qu'elle est en train de faire. Elle n'est pas allée suffisamment loin là? Non, mais ça elle a fait ce que... Ou c'est classique ce qu'elle a fait? Non, c'est déjà courageux d'avoir le courage de dire la vérité à quelqu'un sur ce qui ne va pas. Les gens, ça peut, comme je pouvais le dire tout à l'heure, même sur des vérités mathématiques, les gens peuvent ne pas s'entendre. Apporter la contradiction pour dire non, ici, ceci ou cela. Mais il y a quand même des vérités qui sont sorties dans cette déclaration des évêques-là. Maintenant, ils peuvent, j'ai dit, l'Église pèse beaucoup. Le Vatican, l'Église pèse beaucoup. Maintenant, peut-être qu'ils le font, mais nous, on ne le sait pas. Maintenant, il faut voir si dans les couloirs, l'Église ne peut pas user de son poids pour amener les politiques également à revoir un peu, ou du moins à mettre un peu de l'eau dans leur vin pour qu'on puisse parvenir effectivement à des décisions parfois consensuelles, surtout quand ça engage l'avenir de la nation. Et comme les évêques l'ont dit, Flambeau, la démocrate hier l'a rappelé, au nom, je ne me tairai pas, au nom de l'amour, je ne me tairai point, citant donc le prophète Ésaïe. Et il y a également cette partie de leur message relevé par le confrère Canal D ce matin, la tenue des élections sans les réformes qui s'imposent ne résoudra pas le problème togolais, mais ne fera qu'exacerber les tensions et les violences. Ça, ce sont aussi les messages des évêques du Togo. Bien d'abord. Je crois que dans la sortie, dans cette démarche salutaire de ces messieurs, d'abord, ils ne sont pas à leur coup d'essai. Ils en ont l'habitude. Maintenant, ce n'est pas un scoop. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qu'ils ont publié qui sont nouveaux, que toi et moi, on ne connaît pas, que tous les Togolais ne connaissent pas. Sauf qu'ils ont eu un courage que tout le monde n'a pas. C'est ça. Ils ont eu un courage
qui a sérieux que tout le monde n'a pas. Vous avez ce courage, vous le dites tout le temps. Bon. On n'a pas les mêmes marges de manœuvre. Donc moi, si tu regardes notre parution, si tu regardes notre parution d'hier, on a passé intégralement leur message. Donc moi, je pense ici que dans tous les pays où ça a pété, on ne le souhaite pas. Quand tu regardes, quand ça pète dans le bas peuple, le premier refuge, si ce n'est pas une mosquée, c'est une église. Si ce n'est pas une mosquée, c'est une église. C'est-à-dire que c'est le lieu, quand la situation est intenable, c'est des lieux où plus ou moins les gens peuvent se sentir en sécurité. Donc, ils ont intérêt à agir de façon à ce que ça ne vienne pas. Pour que leurs lieux de culte soient plus des lieux de culte que des lieux de refuge pour des gens en détresse. Donc, ils ont fait leur devoir et très bien. Donc, moi, je pense ici qu'il faut aussi que ceux qui gèrent comprennent. Ces messieurs-là qui, depuis longtemps, en même temps, leur message ne s'adresse pas que à ceux qui sont au pouvoir. Quand on parle des réformes, quand vous lisez, leur message s'adresse aussi à tous les partis politiques et puis je ne refuse pas. Maintenant, aux citoyens. Oui, bien sûr. Maintenant, quand tu laisses de lire entre tu laisses les lire de façon linéaire pour lire entre les lignes leur message, mais tu comprends beaucoup plus à qui ça s'adresse. Donc, c'est en cela que moi, je pense que il faut que les gens aillent au-delà pour savoir que, mais quand on a beau vouloir à un moment donné contourner certaines réalités pour laisser quelqu'un avoir une libre marge de manœuvre, mais à un moment donné, on est obligé de péter devant parce que la réalité, quelqu'un disait tantôt que c'est comme la vérité dans certaines situations, c'est comme une grossesse. Vous le voyez ou pas, à un moment donné, si vous n'accouchez pas, on verra quand même votre ventre qui est ballonné. Donc, on ne peut pas vouloir dire que non, il n'y a pas, alors que la réalité, elle est là, elle est têtue, elle crève les yeux. Oui, je voudrais dire plutôt chapeau aux évêques du Togo qui ont eu ce courage de dire la vérité aux Togolais. Qui d'entre nous, quand on sait même qu'il y a beaucoup de Togolais, les gens sont animistes, les gens sont dans n'importe quoi, mais au même moment, tout le monde se réclame d'être d'une congrégation, de faire partie d'un corps où on prie le Dieu avec grand D. Et donc, les évêques, ils ont tout dit. Ils ont fait des interpellations, sauf que les gens ne doivent pas les interpréter comme malheureusement certains le pensent. Certains pensent que la sortie des évêques est beaucoup plus orientée vers un camp. Or, nous avons deux camps qui ne se comprennent pas du tout, qui ne s'entendent sur rien, qui se refusent tout, qui se retirent même la confiance en tout. Et moi, je crois que les évêques devraient même pouvoir aller au-delà. Parce que le problème togolais aujourd'hui est confus. Moi, je ne comprends plus ce qui se passe par rapport à notre pays. Ah bon? Parce que, non mais écoute, quand vous allez dans le camp du pouvoir, vous allez écouter ce que vous devez écouter. Quand vous approchez les gens de l'opposition, vous entendrez ce que vous devrez entendre. Maintenant, le courage que nous saluons, qui vient des évêques, ils peuvent aller vers les deux camps officiellement, parler, dire le vrai langage de vérité. En même temps, est-ce qu'on ne pourra pas dire que si les évêques sont obligés maintenant de communiquer suffisamment sur le sujet, de prendre des positions claires aujourd'hui, ce n'est pas parce que dans les couloirs ça a échoué qu'ils prennent publiquement la parole parce qu'on on connaît comment ils font. Oui, je n'ai pas vu qu'officiellement ils se sont invités, par exemple, au niveau du pouvoir. Je n'ai pas vu qu'officiellement ils se sont invités. Non, pas officiellement. Oui, non, attends. Oui, attends. Écoutez, ce que je suis en train de dire. Il y a eu un document qui est sorti. Oui, bien sûr. Demain, quelqu'un aussi peut se retrouver dans un autre regroupement, il sort un document contradictoire peut-être à ceci. Et c'est pour cela je disais que au-delà des documents qu'on pond et qu'on sort et qu'on publie partout, on peut faire des démarches physiques que les gens vont voir que voilà, les évêques sont allés parler à tel camp. Ils sont revenus parler ce langage de vérité à tel camp. Puisque quand vous savez, ceux qui sont au pouvoir, aussi bien que ceux qui sont dans l'opposition, y compris vous et moi ici, quand nous mourrons, c'est les prêtres qui viennent prier. C'est les imams qui viennent prier. Et ça veut dire qu'en ce moment, chacun se soumet à l'autorité sublime de Dieu. Et donc, quand on sait que
y compris ceux qui dirigent, y compris ceux qui se battent aujourd'hui, ils ont en commun ce Dieu. Il faut que les gens profitent pour leur dire la vérité. Que peut-être Abi ne peut pas dire, que moi je ne peux pas dire également. Je donne la parole à Loïc Lawson sur le sujet. C'est vrai qu'avant même la sortie de ces évêques, il y a un prêtre qui s'est engagé véritablement pour la résolution du problème togolais, le révérend Père Pierre-Marie Chanel à Afoni d'ailleurs, qui était notre invité ici hier. Et sa démarche, ça vous convainc à peu près, Loïc? Est-ce que ça vous conforte dans votre situation, dans votre position? Parce que vous avez dit que vous apportez votre plein soutien aux évêques, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, tout le monde. Le soutien, et j'ai dit que c'est sans hypocrisie, il est honnête, sincère. Et j'ai d'ailleurs, je rappelle, j'ai d'ailleurs tweeté ce matin là-dessus en me disant, j'aime les pays où les sujets qui engagent l'avenir de la nation, et là où, les sujets, je reprends, j'aime les sujets où, j'aime les pays où, sur les sujets qui engagent l'avenir de la nation, le bon sens prévale. Les calculs politiques s'arrêtent. Et j'ai conclu en disant, politiciens du Togo, écoutez nos pères évêques. Pour dire quoi? Les évêques, quand tu lis le document, ils ont toujours parlé de la classe politique. Oui. Et quand on parle de la classe politique, ils parlent du pouvoir, ils parlent de l'opposition. Ils ont, dans leur langage, maintenant, quand ils ont dénoncé les pratiques de la classe politique togolaise, ils ont apporté des pistes de solution. Et dans ces pistes de solution, ils ont été clairs et nets, en disant par exemple, le problème de ce pays ne va pas cesser tant que le système de gouvernance ne change pas. C'est pas moi qui le dis. Non, c'est ce qu'ils ont écrit, c'est vrai. Ils ont dit entre autres solutions pour la crise. On ne peut pas aller à des élections sans les réformes. Parce que le problème des réformes est là depuis des années. Elles sont toujours repoussées à des calendes grecques. Alors, ça là, ce n'est pas clair. On ne peut pas faire aller aux élections sans que la feuille de route de la CEDEAO ne soit respectée comme il le faut. Alors, mes amis, moi je dis oui. C'est des gens qui ont fait le couloir fatigué, je vais rassurer Tanyao. Ils ont fait le couloir fatigué pour essayer de convaincre à aller. Ils ont cru à ce qu'on leur disait. Mais à un moment, quand tu fais le couloir, tu es fatigué. Et le bon couloir se fait dans le silence. Ça n'a pas besoin de médias à Tanyao. Et ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas le droit de parler, d'expliquer, d'interpeller la classe politique. Là, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et c'est leur devoir. C'est leur rôle. Parce que s'ils ne le font pas, ils ne sont pas dans leur rôle de conduire ce peuple là où il faut. Et c'est pour ça, moi, je dis oui à nos intérêts, particulièrement les gens ont des intérêts de gauche à droite, mais le Togo d'abord. Et quand longtemps on a tiraillé sur la question des réformes dans ce pays, les gens de tous les camps, chacun tirait avec ses arguments. C'est que si ce n'est pas rétroactif, c'est cela, il ne faut pas que ça soit contre quelqu'un, il faut que ça... La CEDEAO est venue mettre fin en disant, venez, voilà un expert que j'amène. Lui au moins il n'est pas togolais, il n'a pas les gènes togolais. Il va vous faire des propositions. Et je m'en tiens au dernier communiqué de la CEDEAO qui est tombé. Oui. Qui vont respecter les normes de la sous-région et les normes internationales. Le monsieur finit son boulot. Il tend le boulot. Et maintenant, on trouve encore des gens dire encore qu'il faut faire des comparaisons. Dites pour encore tenir le débat. Oui, des comparaisons. C'est pas bon pour notre pays. La presse cette semaine est revenue sur des comparaisons. C'est incroyable. Tu vois ça. Merci beaucoup Loïc. Je donne la parole à Ferdinand. Après on pourra revenir parce que là on risque de même pas donner la parole aux auditeurs sur le sujet. Oui, moi je pense que les évêques ils ont l'habitude de sortir, c'est une tradition catholique depuis le pape et tout ça, de sortir des encycliques et puis après de sortir des déclarations, de s'adresser aux fidèles catholiques, au monde entier et tout ça. Et au Togo, les évêques sont toujours impliqués dans la politique. On a pris un évêque pour présider la commission Vérité, Justice et Réconciliation. Oui, des recommandations ont été faites, ça n'a pas été en majorité respecté. Où on a sélectionné certaines recommandations, on en a fait d'autres, on n'a pas fait les plus saillants et tout ça.
Mais le souci, c'est que quoi? C'est que la vérité n'est pas polysémique. La vérité est unique. Et je pense que dans notre pays, il y a des gens qui ont un problème avec la vérité. Ils n'ont pas un problème avec d'autres personnes, mais ils ont un problème avec la vérité. À partir du moment où vous commencez par leur dire la vérité, bon, ils commencent par s'énerver contre vous, même si vous êtes évêque, vous êtes, je sais pas, imam et tout ça. Et donc, c'est à ça que nous assistons. Et moi, je salue la démarche des évêques. Et en même temps, je tiens à dénoncer le silence aussi d'autres communautés religieuses. Vous savez, dans nos quartiers aujourd'hui, il y a des églises qui jouent la musique à nous perturber le sommeil jusqu'à 2h, 3h du matin, qui exploitent nos populations. Les gens vont cotiser, les gens vivent bien aujourd'hui dans les églises. Et la manière dont ces églises sont en train de proliférer dans les quartiers et les mosquées. Si ces gens-là apportaient la lumière, je ne pense pas qu'il y aurait l'obscurité dans notre pays, où on aurait toutes les difficultés aujourd'hui dans ce pays à soigner les gens, à avoir des problèmes, tout ça. Tout ça, c'est un réseau d'escroquerie. Et ces gens-là travaillent à endormir les Togolais et à dire aux gens non, ne vous gênez pas, Dieu fera. Mais moi, je tiens à rappeler aux gens, il n'y a rien qui tombe du ciel aujourd'hui à part la pluie. Vous priez, vous travaillez. Vous ne travaillez pas, vous ne gagnez rien, vous mourrez. Il n'y a rien qui tombe du ciel à part la pluie. Et donc les gens doivent comprendre. Il y a la neige aussi qui tombe. Oui, mais c'est la pluie. Bon, c'est ça. Et donc ça dépend de quel continent, sur quel continent tu es. Donc moi je pense que nous avons l'obligation de dire la vérité aux citoyens. Ceux qui sont à la tête des religions, que ce soit chrétienne, musulmane, je ne sais pas quelle religion, ont l'obligation de dire la vérité aux citoyens. Et la vérité, elle n'est pas polysémique. Elle a un sens unique. Donc, moi, je pense que c'est une démarche à saluer. Parce qu'il y a le cas, je le rappelais, le cas du révérend père à Fognon, on en a également. Il y a cette démarche à saluer, mais je pense qu'à un moment donné, il faut que les évêques aillent plus loin, comme les confrères l'ont dit ici. On sait qu'il y a tellement de démarches de couloir qui n'ont pas marché sur plusieurs sujets. Le sujet des libérations des gens, les réformes, l'affaire Pacha, et tous les évêques ont fait ces couloirs. Ils sont allés voir qui de droit. Et certains, même parfois, dans l'humiliation. Les gens sont allés pour être reçus à la présidence, ils ont traîné 4 heures de temps, on ne les a pas reçus, tout ça. C'est des choses qu'on sait qu'on ne dit pas. Oui, c'est des choses qu'on sait qu'on ne dit pas. Mais à un moment donné, il faut que ceux qui gouvernent le pays sachent qu'il faut savoir raison garder. Parfois, il y a aussi l'humilité parce que nous sommes des humains. Je voudrais qu'on revienne très rapidement sur cette fameuse proposition de l'expert sénégalais. Depuis hier, l'étude en commission, ou avant-hier même, était bloquée. On nous a appris que ce matin, les députés devaient être à l'Assemblée nationale pour continuer l'étude de ce rapport-là. Vous le passez un mot? Oui, rapidement. D'accord, très bien, allez-y. Non, mais allez-y. Oui, moi, je suis le débat depuis quelque temps. Vous savez, on a toujours débattu ici sur la question de la CEDEAO. Et on a toujours dit, oui, c'est la feuille de route de la CEDEAO, il faut la respecter intégralement. La date du 20 décembre n'est pas discutable, c'est la CEDEAO qui a dit. Ce qui se passe dans notre pays est extraordinaire. On a l'impression que, notre système, le Togo, c'est comme quelqu'un qui est malade et qui est vraiment dans une situation terrible, difficile. Il va consulter un médecin qui lui prescrit un certain nombre de produits pour qu'il soit guéri. Il va à la pharmacie, il achète les produits, il revient à la maison, il lit les notices et il dit, bon, ça c'est amer, je ne vais pas boire. Ça, je vais boire. Ça donne la nausée, il y a des effets secondaires, je ne vais pas boire. Et ça, je ne peux pas consommer. C'est comme ça que le régime est en train de raisonner. Quand c'est bon, on dit que non. Quand ça va à leur avantage, on dit, non, c'est la CEDEAO qui a dit, il ne faut pas toucher. Mais dès que ça pose un problème, on dit non, que ça là, on ne peut pas accepter parce qu'on est souverain. Donc, cette question de souveraineté devient une sémantique sélective, selon les intérêts qu'on a. Vous voyez, c'est pourquoi je fais l'allégorie avec la maladie. Vous voyez. Donc, moi, je pense que le malade, pour guérir, doit boire tous les médicaments. Même si ça doit avoir des effets secondaires, nous sommes obligés de passer par là pour sortir définitivement de la crise. Que cela engendre à un moment donné des effets secondaires ou pas. Parce que nous sommes allés tellement trop loin pour reculer, vous voyez. Et donc, les questions que les gens évoquent, nous sommes souverains, il ne faut pas faire ceci. Ils ont même fait l'espère a dû quitter le pays précipitamment. Hein, parce qu'à un moment donné, il était obligé de partir. Il est menacé? Non, je ne sais pas s'il est menacé, mais il était obligé de partir. Non, parce qu'il est en fin de séjour. Il doit partir. Fabrice Tokiesi. Oui, je poursuis avec la même allégorie pour dire, oui, c'est vrai, le médecin, il est de notoriété.
mais il peut aussi vous faire pour pas se tromper, il peut aussi vous faire une ordonnance qu'un autre médecin peut contester par rapport aux alliages des médicaments qui ont été produits. Bon, juste pour dire qu'en réalité, lorsque vous prenez un peu la mission de l'expert, effectivement, c'était de faire une proposition. Et qui dit proposition, et je crois que quelque part, on a ajouté même, c'est de parvenir à faire des réformes de façon consensuelle. C'est-à-dire que faire trouver l'alchimie qui peut permettre à ce que les protagonistes puissent s'entendre sur le test qui va passer à l'Assemblée nationale. Peut-être que ce qu'on aurait dû faire, peut-être c'était de créer le débat au niveau de l'Assemblée nationale, parce que quoi qu'on dise, la pratique dans les assemblées nationales pour voter un test, il y a toujours débat. Même si c'est le bon Dieu qui vous a fait le test et qu'on vous l'envoie, il faudra quand même que les gens se prononcent pour dire ça peut passer, selon moi, ça peut passer. Dans le contexte aujourd'hui, selon ce que l'opposition, les députés de l'opposition à l'Assemblée disent, le test qui a été amené avant-hier, ce n'est même pas le test oui, c'est ce que je dis. Sénégalais. C'est ce que je dis. C'est-à-dire que le Sénégalais devait faire une proposition, un test qui peut amener les deux parties à s'entendre et finir avec ces réformes-là. C'est-à-dire que moi, je ne voudrais pas aussi qu'on dise, qu'on brandisse le test du Sénégalais comme un test définitif qui ne souffre pas de contestation. C'est-à-dire qu'on peut en débattre. On peut en débattre et voir, bon, par rapport à ce qu'il a proposé, ça peut passer, ça ne peut pas passer. Maintenant, pourquoi le gouvernement? En réalité, c'est parce qu'on est dans une situation de crise. Sinon, de façon classique, l'initiative, la Constitution a prévu qui doit envoyer un test à l'Assemblée nationale pour être débattu. L'initiative des lois appartient, on sait à qui ça appartient. Et donc, dans ce sens-là, c'est pour cela, peut-être qu'aujourd'hui, la polémique est née parce qu'en réalité, dans d'autres pays, on n'a pas besoin d'experts pour pouvoir en arriver là. Mais aujourd'hui, si on a demandé l'expertise de quelqu'un, c'est par rapport à une situation. C'est tout le problème. Maintenant, la réaction du gouvernement, peut-être qu'elle aurait dû venir en amont pour dire, bon, on n'a pas besoin d'un expert, on peut s'entendre pour faire ci ou cela. Maintenant que l'expert est venu, il a proposé un test, peut-être qu'il aurait fallu permettre, mais ne pas dire aux gens aussi qu'il faut les yeux fermés la valider. Il faut aussi créer le débat autour de ce test-là pour voir qu'est-ce qu'on peut retenir et qu'est-ce qu'on ne peut pas retenir. Je crois que ce pays... Feu Yadema, il a fait. Attendez, oui, les auditeurs ne pourront plus malheureusement prendre la parole. Nous sommes vraiment désolés. On a 5 minutes et vous allez tous les trois prendre la parole dans 5 minutes. J'allais dire que Feu Yadema a fait au moins les 20 premières années de son séjour politique sans contestation. C'était le parti unique, c'est comme ça partout en Afrique. Oui. À partir des années 90, le vent de l'Est est venu, ça a commencé par bouger partout. Et nous sommes rentrés, on est rentré dans des crises à répétition. Et jusqu'ici, on y est. On n'était pas les premiers, mais beaucoup de pays ont commencé, ils ont déjà des solutions. Nous traversons une crise qui a fait appel à la CEDEAO. Interrogez-vous, qui a demandé, à l'époque où la CEDEAO intervenait, c'était aussi une vertu quand on dit que c'est le régime qui a demandé par souci de la paix, tout ça là, et puis les gens s'enorgueillaient. Maintenant, on propose un texte, et puis c'était très... Si les Togolais avaient pu écrire ce texte, on n'avait pas besoin de quelqu'un. C'est parce qu'on a échoué sur tout ça et on a déjà fait les preuves d'échec avec les dialogues, les colloques, tout ce que vous avez des textes qui n'ont jamais été appliqués. On est arrivé là-bas, quelqu'un propose, et puis ça a été clair. Ni l'opposition, ni les gens du régime, c'était un texte que le monsieur... C'est sur appel d'offre que le monsieur a été recruté. Ce n'est pas au Togo qui va faire ça pour la première fois. Il avait déjà fait ça dans d'autres pays et ça a marché. Maintenant que les gens pensent que c'est comme ça, je ne sais pas comment ça va s'en sortir. Parce que, le texte, il est là. Il doit. Et puis, c'est difficile de concevoir qu'actuellement, les gens puissent trouver des arguments pour continuer à vouloir... Merci beaucoup, oui, bon, avant de me prononcer sur, vous avez une minute sur le test proposé par l'expert de la CEDEAO, le Sénégalais, il faut dire que les politiques togolais doivent cesser de narguer le peuple et de nous piétiner. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire sur ce plateau que les gens font du ping-pong, quand ça arrange, on dit « Ah, c'est bien, mais c'est des deux côtés ». Il y a eu des situations qui sont venues de la CEDEAO que l'opposition a boudé. Même
souvenez-vous, à 2 jours même de la publication du rapport de l'expert là, il y a des gens dans des camps qui insultaient carrément la CEDEAO. Il y avait des gens qui s'en prenaient aux ambassades, à tout le monde, à la communauté internationale. Donc c'est pour dire... On a dépassé ça. Non, on n'a pas dépassé. Ah bon? Oui, en plus, c'est toujours la même communauté. Quand on fait entendre sur ce plateau quand ça arrange le pouvoir, il avance. Quand ça ne l'arrange pas, c'est les deux camps. Que les gens cessent de narguer les Togolais. Maintenant, dans les deux camps. Maintenant, on est en débat. Par rapport à l'expert, il a fait du bon boulot. Chapeau à l'expert. Sauf qu'il a manqué de finesse et de tact. Parce que c'est la CEDEAO qui lui a demandé de venir faire ce travail. Même s'il a gagné un appel d'offres, il devait retourner, remettre son rapport à la CEDEAO. Au lieu il a envoyé à tout le monde. Le rapport s'est retrouvé à la place publique. Et ça fait que quand quelqu'un demande un boulot, je demande par exemple à Eric, je suis président du CONAP, fais-moi un discours. Mais il nous semble que la CEDEAO... Non, attendez. La CEDEAO, ni toi ni moi, personne n'est dans le cadre de la CEDEAO a dit d'avoir remis les documents au parti. Le document est retrouvé à la place publique. Et puis, attendez, c'est une proposition. Abi, vous n'avez pas la parole. C'est un projet qui doit aller à l'Assemblée et être examiné par les députés togolais, qui peuvent le voter ou non, et il est objet de critiquer, de débat. On ne peut pas dire que c'est sans débat, on ne peut pas en critiquer. Tu sais, je prends le dernier communiqué de la CEDEAO. Vous avez 1 minute. Oui. Le dernier communiqué dit ceci. Et parlant du travail de l'expert. L'expert constitutionnaliste a préparé un rapport et l'a soumis à la commission. Celle-ci a trouvé le rapport en conformité avec les décisions du sommet du 31 juillet et avec la pratique en cours dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, conformément au mandat qui lui a été donné par le sommet. Ce rapport, qui seul cette fois a été transmis par la commission aux 2 facilitateurs et aux 2 acteurs togolais pour te clarifier, pour te dire tu es en retard sur l'actualité. Non, mais le débat, c'est le fait que les gens en fait avant la CEDEAO. Non, les gens laisse-moi parler. Moi, ce que je dis, j'ai toujours dit en début d'émission, restons journalistes et aidons le pays à avancer. C'est ce qui se passe. Je rappelle-toi, nous au Flambeau, on a eu à dire, quand la crise, avant qu'elle ne commence, le pouvoir avait la possibilité de faire les réformes comme il l'entendait. On a écrit aller aux réformes. Ça n'a pas été fait. Le pouvoir avait le boulevard de faire les réformes comme il l'entendait. Après, quand la crise s'est déclenchée, le Flambeau a encore titré Monsieur le Président. Prenez votre responsabilité. Je l'ai titré comme ça, avec la photo du président, et dit le président qui ne laisse pas une communauté internationale venir nous imposer des choses. Les gens disent non. Non. Les gens disent non. Et maintenant, non, laisse-moi finir. Maintenant, non, moi, c'est ce que j'ai écrit que je dis. Oui, j'ai écrit des choses que je rappelle. Pour dire que quoi, quand nous on parle ou on écrit certaines choses, on le dit pour éviter des situations comme celle qu'on vient d'avoir. Non, attendez, malheureusement. Je voulais qu'on finisse sur ça. Moi, je dis toujours mon allégorie du médicament. Le malade, il veut boire le médicament qui lui plaît. Il veut boire le médicament. Ouais, la massage. Il veut boire le médicament qui lui plaît. Il veut boire le médicament qui lui plaît. Non, arrête. Il veut boire le médicament qui lui plaît. C'est dans ce pays, en 2005, qu'on a fait rentrer nuitamment Charles Debache pour venir tripatouiller une constitution en quelques secondes. Mais il n'était pas togolais. Il n'est pas togolais. Non, mais quand on parle de souveraineté, on dit que non, un étranger ne peut pas venir nous imposer une constitution. Qui on a fait rentrer dans ce pays en 2005? Quand on a bloqué Dachaba au Bénin, on a ouvert, il n'est pas togolais, on a ouvert les frontières, à Charles Debache, lui il est rentré. Malheureusement, on a casser la constitution. Donc, moi je pense que le malade va boire le médicament. Le malade va boire le médicament. Même si aujourd'hui on envoie des parquets, tout ça. Merci beaucoup. Il a été étudié par de la manière dont nous avons commencé l'émission, nous allons terminer comme ça dans le calme, messieurs. Merci d'être venus pour le débat. Ça a été chaud. On n'a pas pu donner la parole aux auditeurs. Qu'ils en excusent sérieusement. Franchement, on aurait bien voulu vous donner la parole. Malheureusement, on n'est pas parvenu parce que le débat avec les thèmes choisis était quand même dense. Toutes nos excuses. On reprendra le décor la prochaine fois. Merci beaucoup Fabrice Sekezi, Tchaniao Aremiao. On se donne rendez-vous la semaine prochaine puisque vendredi prochain,
Taxi Presse est à Sokoré. Ben, merci d'avoir permis cela. Oui. Merci Ferdinand, merci Loïc Lawson, merci à Abi Alpha, merci à Jeff François qui a assuré la coordination. Appelez-moi Saint-Rigator. À la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.